Bon après-midi à tous. Je suis le docteur Ahmed Jimombo et ce cours est une contribution pour la digitalisation des enseignements de sciences secondaires. Donc, de façon aléatoire, j'ai choisi une leçon de la classe de terminale D qui porte sur les différentes aires de l'encéphale. Et donc, cette leçon entre dans le premier module du programme en vigueur du monde vivant qui vise à résoudre le problème de la récurrence des dysfonctionnements liés aux activités cérébrales et à la motricité volontaire. Et la compétence attendue ici, c'est dans la limitation des dysfonctionnements des structures responsables du contrôle de la motricité. Donc, cette leçon se retrouve aussi dans la grande séquence qui porte sur l'activité cérébrale et la motricité volontaire. Alors, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments, des prérequis, pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir dans cette leçon? Donc, suivons cette petite vidéo. Le tronc cérébral est une structure anatomique de l'encéphale qui lie différents éléments du système nerveux: cerveau, cervelet et moelle épinière. Chaque hémisphère cérébral comporte deux régions bien distinctes. Une périphérique, le cortex, substance grise comportant les corps des cellules nerveuses, et une centrale, faite de substances blanches contenant essentiellement les prolongements axonaux des neurones, ainsi que leurs gaines de myéline. Chaque hémisphère est creusé par des sillons profonds qui délimitent des lobes. Le premier est le sillon latéral ou scissure de Sylvius, où passe l'artère sylvienne, qui sépare le lobe frontal du lobe temporal. La deuxième scissure est le sillon central ou scissure de Rolando, qui sépare le lobe frontal du lobe pariétal. Le troisième sillon est le sillon pariéto-occipital, qui sépare le lobe occipital des lobes temporal et pariétal. Alors, cette courte vidéo nous a rappelé en quelque sorte les grandes délimitations de l'encéphale humain. Et donc, ce que
Nous retenons, c'est que l'encéphale, ici qui est constitué de trois parties principalement, le cerveau au-dessus là, juste là, en arrière le cervelet, et le tronc cérébral qui relie le reste de l'encéphale à la moelle épinière. Et que ce cerveau qui est responsable du mouvement volontaire serait divisé en lobes grâce au sillon, dont on a pu distinguer 4 lobes qui sont avec des couleurs différentes. Ici, le premier, le lobe frontal rose, le lobe pariétal en jaune, le lobe occipital en bleu et le lobe temporal en vert. Et aussi, chacun de ces lobes contiendrait donc ici plusieurs territoires fonctionnels qu'on va appeler des aires cérébrales qui seraient responsables des différents mouvements ou de la commande de certains mouvements volontaires. Alors, on va essayer de présenter, on a choisi comme ça tout hasard une situation contextuelle pour nous permettre d'être situés dans le problème. Donc on va lire ensemble. Longtemps considéré comme étant un standard téléphonique où un très grand nombre d'appels convergent vers l'intérieur et vers l'extérieur. Le cerveau est aujourd'hui comparé à un ordinateur. Et ces analogies expliquent partiellement son fonctionnement, mais aucune ne rend justice à la complexité de la souplesse extraordinaire de l'encéphale humain. Et donc, elle est certainement l'une des plus grandes merveilles que nous connaissons. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, face à toutes ces informations nouvelles, tout ça, face à ce contexte, on peut se poser quelques questions. Quelle fonction peut-on attribuer au cerveau humain? Quel dommage possible peut-on observer c'est-à-dire en cas d'accident au niveau du cerveau? Quels sont les dommages qu'on peut observer? Notamment, on sait que si un organe est responsable d'une fonction, en cas de dommage, la fonction est réduite ou complètement annulée. Et donc, pour ces quelques questions, on va revenir sur cette activité parce que nous devons déjà aborder l'objectif 1 de la leçon qui demande d'identifier les différentes aires de l'encéphale séquée. Donc, nous avons là une coupe qui présente quelques aires fonctionnelles du cerveau humain réparties selon les différents lobes. Donc, on peut encore retrouver les subdivisions en lobes. On peut reconnaître ici en avant le lobe frontal, en bleu au-dessus, le lobe pariétal, sur le bord là en gris, le lobe temporal, et en arrière, ici, le lobe occipital. Et plus bas là, c'est le cervelet, et là, le tronc cérébral. Donc, on va répondre à quelques questions en observant attentivement cette coupe. La première, combien de lobes distingue-t-on sur cette coupe? La deuxième, quelles sont les aires qu'on a pu noter sur cette coupe et où localise-t-on ces aires sur les différents lobes? L'image est un peu petite, mais on pourra voir les aires motrices là, principalement au niveau du lobe frontal. Et on a les aires oculomotrices frontales, les aires motrices, on a les aires somesthétiques primaires, les aires pariétales, ainsi de suite, il y en a plusieurs. Donc le travail à faire ici revient simplement à recenser toutes les aires qu'on peut voir sur ce schéma, les localiser, c'est-à-dire dire dans quel lobe on trouve chacune de ces aires, et si possible, quelle est la fonction de chacune de ces aires. Parfois on regarde leurs appellations. Et au terme donc de cela, on va remarquer que chacune des aires est chargée d'une fonction bien précise. Et donc, il nous sera demandé de définir ce qu'est une aire fonctionnelle et d'attribuer un rôle à chacune des aires corticales. Donc, au terme de cette séance de travail, nous avons répondu à ces différentes questions.
nous allons pouvoir, bon, rappelons déjà que la vidéo a été réduite parce que nous voulons quelque chose d'assez bref pour faciliter la compréhension des uns et des autres. C'est une vidéo dont on pourra mettre pause pour suivre, pour répondre aux questions avant de continuer la vidéo. Donc, dans tous les cas, on remarque que l'on distingue trois principaux types d'aires: les aires motrices, les aires sensitives, les aires d'association. Et dans les aires motrices, ce sont les régions corticales du contrôle des fonctions motrices. Et donc, elles sont situées dans la partie postérieure des lobes frontaux, en avant du sillon de Royando. Et on trouve ces aires dans chaque hémisphère cérébral, c'est-à-dire aussi bien dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Et ces aires motrices, on peut citer l'aire motrice primaire, l'aire prémotrice et l'aire motrice du langage, qu'on appelle encore l'aire de Broca, et l'aire motrice frontale. Et une des observations aussi faites, c'est que tous les muscles du corps sont représentés de façon sommaire sur ces aires. C'est-à-dire chaque muscle du corps est représenté par une partie de l'aire motrice qui va commander son fonctionnement. Et c'est ce que l'on appelle donc le moncule moteur. Les dommages sur ces aires présentent plusieurs implications cliniques. Si les dommages surviennent sur l'aire motrice primaire, on remarque instantanément une paralysie des muscles squelettiques qui sont ici commandés par cette aire-là. Et c'est-à-dire, si l'aire motrice primaire du côté droit, par exemple, est touchée, on remarque que du côté gauche du corps, il y a une paralysie généralisée. Et c'est ce qu'on va appeler l'hémiplégie, c'est-à-dire la paralysie de la moitié du corps. Mais, à côté de ces aires motrices, il y a plutôt des dommages sur l'aire prémotrice. Cela n'entraînera pas de paralysie, mais plutôt de l'apraxie, qui est ici l'incapacité d'exécuter correctement les gestes appris, alors qu'aucun muscle n'est paralysé. C'est-à-dire, c'est des incidents qu'on voit souvent lors de certains phénomènes tels que les AVC. Une personne après ce genre d'incident peut avoir du mal à articuler les mots, peut perdre la capacité d'écrire, et sachant qu'aucun muscle n'est paralysé, si une personne n'arrive plus à articuler les mots, ça veut dire qu'on est face à une apraxie du langage. Et les apraxies du langage, on les appelle les aphasies. Et ce type d'aphasie, c'est ce qu'on appelle l'anatrie, incapacité d'articuler les sons alors qu'aucun muscle n'est touché. Toujours dans les apraxies du langage, dans les aphasies, on connaît aussi la graphie qui est l'impossibilité d'écrire correctement alors qu'aucun muscle n'est touché. À côté des aires motrices, on a aussi des aires sensitives. Elles sont reliées à la sensibilité consciente et elles reçoivent en permanence des informations venant des organes du sens. Depuis le primaire, on sait que l'être humain distingue ces sens, à savoir la vue, l'ouïe, le goût, ce qu'on appelle couramment le toucher, c'est la sensibilité générale en fait, et l'odorat. Et donc, à chacun de ces sens, on aura une aire sensitive associée, donc l'aire visuelle pour la vue, elle est située dans le lobe occipital, l'aire auditive principale qui est située dans le lobe temporal, l'aire olfactive, l'aire gustative, les deux qui se situent dans les hémisphères cérébraux également, plus précisément au niveau du lobe pariétal, et l'aire de la sensibilité générale ou l'aire sensitive principale, ou l'aire de projection sensitive qui se situe en arrière du sillon neuronal. C'est alors que chacune de ces aires est aussi présente sur chaque hémisphère cérébral. Et aussi donc, les dommages sur ces aires-là seront ici responsables des troubles fonctionnels de ces organes sans que ceux-ci ne soient eux-mêmes affectés. C'est-à-dire que quelqu'un peut se présenter dans une situation de cécité, il n'arrive pas à voir. Et non pas que l'œil a un problème, mais juste parce que l'aire visuelle qui est responsable de cette n'est plus fonctionnelle ou a subi des dommages. Enfin, après les aires sensitives, on a les aires d'association. Et ici, ce sont des aires qui entourent les aires de projection, aussi bien sensitives que motrices. Donc, on aura, pour ce qui est de l'aire sensitive, une aire d'association sensitive. Pour ce qui est de l'aire motrice, on aura une aire d'association motrice.
ainsi de suite. Une aire gustative pour une aire d'association gustative, une aire olfactive pour une aire d'association olfactive, ainsi de suite. Une aire visuelle, une aire auditive. Donc, au terme de cette petite séance de travail, nous allons remarquer que, oui, la plus grande partie du cerveau correspond à des fonctions mentales localisées ou localisables, et on peut donc identifier des régions responsables des fonctions motrices, celles responsables des fonctions sensorielles, et que ces régions sont bien délimitées dans les hémisphères cérébraux. On va aussi remarquer que l'encéphale peut être subdivisé en plusieurs lobes. Le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe pariétal et le lobe occipital, et que dans chacun de ces lobes, on va trouver plusieurs territoires fonctionnels qu'on va appeler ici les aires corticales. Et il y aura 3 grands groupes d'aires corticales, à savoir les aires motrices, les aires sensitives et les aires d'association. Donc, au terme de ce travail, nous allons simplement remercier tous ceux qui œuvrent afin que les enseignements de science et que la science elle observe toujours le service vivant. Donc, nous vous remercions et on donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bonne chance à tous les élèves en précisant.